These industrial companies, they power our economy. We need them to live, but they're accountable for 30% of the greenhouse gases globally, but there's no single solution that can globally decarbonize them. There could be an industrial plant consume a huge amount of energy that goes straight in the air through its pipes, enough to power 20,000 homes on a daily basis. This is a single plant. By using AI in a predictive manner, the timing of when you consume energy, when you reject energy, we could harness this energy and exchange it to the neighboring plant so that they drastically lower their energy consumption. This topic is particularly important. We know that in Quebec alone, 60% of industrial energy is being wasted. This notion that we have waste is a temporary human idea that will soon have to pass. There's no such thing as waste in nature. AI can help deal with at least 10% of global carbon emissions. We could do things today that we couldn't do 5-10 years ago, and we can use AI to bend the curve on emissions and other sustainability challenges in ways that we maybe couldn't even have imagined before. Hi everyone, and today, as every other time, we talk about the importance of AI in society and in industry. This episode, as you have noticed already, is going to be in English. We have the privilege to have two guests who will be telling us about their path going into AI, but most importantly, sustainability. What if industrial energy waste was like unused currency? Your neighbor desperately needed exactly that currency to power their operations. In this episode of IA 19, we explore how AI creating automated energy stock exchanges where factory waste heat become tradable currency between neighboring facilities. We have two guests here. I would love for you guys to first tell us who you are, your path, how you got to where you are, and of course the company you work with. Please, Leo, would you like to start? Yeah, thank you, Remy. What a beautiful intro, of course. Yeah, so Leo Lamy La Liberté. I'm the founder of Local Energy, and we do operate local energy market, transforming the way we consume energy in the industrial sector. I have a bit of a different background, I feel like, from other AI founders, for example. I'm not an AI person at first. I was not. I've been... I've learned to love AI, to be honest. Let's say it like that. I'm an industrial engineer by trade. I worked in the industrial sector. I did a bit of work in finance, also doing quantitative finance. Before returning to school, doing a bit of research and learning about this issue we call energy transition in Quebec. And what we looked at was basically the industrial sector is the low-hanging fruit of the energy transition. These industrial companies, they power our economy. We need them to live, but nobody is willing to look behind the curtain how they work. Basically, they're accountable for 30% of the greenhouse gases globally, but there's no single solution that can globally decarbonize them, right? And so our vision at Local Energy is to transform these industrial clusters, these group of company neighboring clients, and enable them to exchange energy resources automatically between them. So let me give you an example here. There could be an industrial plant producing aluminum, right? I'll consume a huge amount of energy that goes straight in the air through its pipes at the end of the day, right? Enough to power 20,000 homes on a daily basis. This is a single plant. And so we could harness this energy and exchange it to the neighboring plant so that they drastically lower their energy consumption, but also generate revenues from the whole thing. All right. So, well, actually, I've got several questions. First, Nicholas, please tell us who you are and your path. Yeah, thanks, Remy, and great to be with you, Leo. I'm one of the old guys in this space. 20 odd years ago, I coined the term clean tech and built the first innovation ecosystem globally around that. And the idea was to harness our human ingenuity, and AI is a great example, and put it at service of the planet that we all want to continue to live on. So I've built venture capital funds, I've started businesses, I've been a lifelong advocate of sustainability. And now I've launched something called the Clean AI Initiative. And basically, that's taking the two megatrends of our time, sustainability, climate change, and AI, and saying, what happens if you
bring them together. And there's huge potential. And many people are concerned about the footprint, the energy requirements of data centers and so on. And that is an issue. And that is something that innovation is going to have to solve. But what it does is it covers up the opportunity side of the ledger, the kind of thing that you just referenced, Leo. We could do things today that we couldn't do 5-10 years ago. And we can use AI to bend the curve on emissions and other sustainability challenges in ways that we maybe couldn't even have imagined before. And so this is kind of like the cavalry arriving if we're smart enough to know what to do with the cavalry. All right, a question for both of you now that we got acquainted. What was the aha moment? All right, there's an opportunity, but at which point did you realize, all right, there's this thing that really needs to be addressed. I wonder why nobody is doing it. I'm going to do it. Well, I'll jump in, Leo. Look, if I knew what I was doing, I wouldn't be doing it. We don't really know. We don't yet fully appreciate what AI means for us as humans, let alone what it means for climate change and sustainability. And every time you think you've got a handle on it, you meet Leo and he shows you there's an answer that wasn't there 5 years ago. And so you move the goalposts again. But my aha moment was actually in Africa, where one of my investments that I've made personally is in a startup that has now cracked the code on how to deliver clean energy to that 800 million people on this planet who, up until now, were off the grid and were dependent on dirty fuels like kerosene. They've taken cheap solar, a financing model, and AI, and now have cut the costs by 70%. And increase time to market so you can electrify a village in Nigeria or Cambodia. In fact, this company is generating more juice in Haiti than the state electricity company. But how does it work? So basically, it's called Mesh Grid as a Service. And the company is called Okra Solar, as in the English word for a vegetable. And by not overbuilding, and by sharing electricity in the community. So Tuesday you make yogurt, Thursday I host the women's group, and Sunday somebody else hosts the religious ceremony. You don't all need the same amount of electricity at the same time. So using smart algorithms, you can reduce the amount of electricity and hence the cost, not overbuilding. And then using predictive analytics, you can make sure you solve for things before the system fails, remotely or on site. So they can do this 70% less capital, 30% lower operating costs, and it takes half the time as it normally would have to figure out what's the right size for this stuff. And they're scaling. And guess what? They're backed by Silicon Valley investors now, and they're opening up what is now about a $16 billion a year market. So whether you're interested in this for the mission or the money doesn't really matter. The point is we can get the job done. And this is a lot of Gen Zs and younger people who go, I don't want to just make the world a better place. I want to solve for this problem, and then we'll move on to the next one. And so I love this sort of can-do attitude times the technology times the mission intention. So that's what turned me on when I thought, okay, we need to scale this and we need to make this available to all. Leo, that must sound a bit familiar, doesn't it? So many things in common, absolutely. The way the company operates and the vision with AI supporting these financial models at the end of the day is amazing. My aha moment is a bit of the way you said it at first. I was laughing a little bit, but it's a bit of stupidity a little bit from my end, not knowing in what I was embarking in the mission for there. But mine's a bit simpler. I could say in a sense that I was nowhere near AI at first. When we wanted to solve this issue, we would do some handwritten
calcul and stuff like that. We were looking at the value of this solution, and we couldn't believe ourselves. We were just thinking, how does anybody, why aren't there more projects like this in the world, basically? And when we talk with the clients, basically the industrial infrastructure developers, right? Not the industrial plan, the people that finance this project, they say, yeah, we know this is where we are going, but there's no tool basically that enables us to design this infrastructure from the get-go. So the issue is not about communicating the value of these projects. It was more, let's design it, let's reinvent the way we do engineering with these projects, right? And this is where AI kind of fell in our own hands, right? We are proud to say and very happy, it feels like a president, that we're supported by Mila, right? We're Startup Mila, we're partnered with them, and there's so many great minds that are working on amazing AI problems that were directly that could directly add value to the way we work, right? So we've met Simon, our partner, and now he's handling all the AI, and he's enabling us to design these grids from the get-go, easygoing, so we can support our clients from design to construction at the end. You just said it. AI is an enabler, or the technology or the companies, they enable. What is it that makes it necessary in both of your worlds? Yeah, maybe I can start on this little bit technical subject, and you tell me if you want to deep deeper in this. But basically, these problems, exactly the way you said it, the timing of when you consume energy, when you reject energy, the constraint, the predictive aspect of the whole thing. Like in Quebec, what we have is Hydro-Québec, the energy provider, will call sometimes these industrial companies saying, it's going to be very cold tomorrow. You need to shut down the plant, or if you don't have enough energy. And I'm making it super simple like this, but then you need to take this into account. And for them, it costs millions of dollars. It's a huge issue. Right. So you're saying that in a community, they would say, you, business A, will not be able to provide energy for you, so close shop because it's too cold and we need to keep lower our production level. Exactly. So by using AI in a predictive manner and kind of learn a little bit with their data and in trying to estimate when this moment's going to happen, we can store a little bit more energy in the local network and supply it when there's this shutdown for Hydro-Québec, basically. So then you kind of see this solution we provide is as kind of two value props, right? There's a value prop for the industrial company, but there's also a value prop from the grid and from the whole Hydro-Québec solution, where we could provide services to them, flexibility services and energy supply services when they're in need, right? So I think this is really a little bit forward looking to the grid, where we need a little bit more flexibility and went on. Yeah, I totally agree, Leo. And, Remy, for our audience here, we're all trying to get our arms around AI. We're playing with ChatGPT or equivalent. But really what Remy and Leo and I are talking about is really quite something different. This isn't in the sort of large language models that underlie ChatGPT. This is in so-called narrow AI, SLM, small models. And it's more about the application layer in the stack, as it were. And for countries like, and people like Canadians, this is really the opportunity space. We're unlikely to be able to compete with the big players like OpenAI. We've all seen the BlackBerry movie. But where we can compete is in niche to scale opportunities, where we're solving real problems or real challenges that people care about in energy, food, water, urbanization. And this is what we call clean AI. What enables us to do something differently or uniquely using AI to advance the clean economy. And that's really exciting. It's really inspiring because we've always had lots of data. Even before the internet, we had data, but we couldn't use it. We didn't have the intelligence. We didn't have the compute. We didn't have the human power. And so what I love about this is that you and I are talking about augmented intelligence, not AI that replaces humans and is the scary stuff. And that's the positive message I want our audience to capture today. Correct me. Would you characterize yourself as an advocate, as a community maker, as a technologist, or as a political
arm. I was once called by a friend, I'm a venture activist, and I love that. So I've used entrepreneurship and venture capital as tools. I'm as critical as anybody else about capitalism and the hyperscalers and all these guys. But you go to Silicon Valley and they, metaphorically speaking, and they say, well, we're about disrupting and scaling. I go, bring it on. We put it at service of the planet. You wouldn't mind. And so it's whatever, as Deng Xiaoping, the late leader of China said, I don't really care how you catch the mouse as long as you catch it. And I think that's really what we're about here is we're in this existential moment, right? The life-giving systems of our planet are giving out from in front of our eyes, if you're paying attention. And this is accelerating for all kinds of reasons that scientists and ecologists and others understand better than most of us around this conversation, perhaps. So we've got to up our game. Yeah. The good news is we can make money having an impact. I vote for this agenda. But so you have to be an advocate. And my experience over many, many years is that people will come in because they think there's an opportunity to make money, but then they embrace the community. They realize their kids are talking to them again because they're proud of them. And they start seeing the bigger picture and they become advocates. So whether you're there for mission or monetization, eventually you'll become a hardcore advocate, I think. All right. So Leo, you found the mouse to catch, and you went head on onto it. And Nicholas, you're always looking for the next mouse. Did I get this right? I guess so. Sometimes I catch rats. What happened to those? They're feedstock for something else. All right. Yeah, I guess this is what happens in venture capitals, right? All right. So you must get. Oh, today we're at All In. You must be always on the lookout for some opportunities. Stumbling onto an entrepreneur like Leo and seeing, okay, wow, he's nailed this one problem and he's doing it really well. At what point do you say, this is the mouse I was looking for? Yeah. Should I back him? Mm-hmm. Yeah. Well, just before I get there, it can be quite frustrating to come into an event like All In because on one hand, it's hugely exciting to see the innovation and the energy and the entrepreneurship and the passion, but so much of this seems to be focused on things that are really not vital and essential. And we cannot continue to outsource saving the planet to a small minority of people, because I can assure you I'm not capable of doing it. So we really need to show people both the scale of the opportunity and the scale of the necessity. So that's my answer there. So when I meet somebody like Leo, I want to know if he's got good technology and it's competitive and so on. And I guarantee he doesn't know what's going on in China. And that always worries me, right? Because we forget about them. And we've seen in EVs and solar and so on how they're crushing us. But secondly, I want to know who he is. Most importantly, does he have the passion and the fortitude and the personality to see this through all the ups and downs and ins and outs of entrepreneurship? That's what really matters. So if you get these 2-3 things lined up, then it could be a lot of fun. It's one thing to call oneself entrepreneur. You have to showcase some specific traits that you're looking on the lookout for. Yeah. And people sometimes think, oh, maybe Leo's less interested in being a good entrepreneur because he's actually passionate about sustainability. That's his real motivation. Sorry, that's going to give him extra motivation. Edge, the knife between the teeth. I mean, you don't question a cancer life science entrepreneur and say, oh, well, he's really or she's more interested in healthcare, doesn't really care about making money for the investors. No, the two things are aligned. And I think this is what is most exciting for people like Leo and myself, is that
many of us as citizens, we're aware of the challenges around sustainability, climate change, and particularly here in Quebec, there's a heightened sensitivity, thank goodness. But we don't necessarily have the privilege of knowing the opportunity side and the solutions that are out there. And we have the solutions. We have the solutions, and the better ones are coming and coming. We can solve these things if we have the intention to do so. Leo, I yeah, feel go like ahead. you're pointing the finger on the right place. And what I would add to this is I feel like my job is 1,000 times easier because of the impact. I've never been an AI guy. I've been doing this the whole thing. But for us, I come up to the office every morning saying we have the small team that we can save 2.5 million cars taken off the road like this in a matter of years. That's it. And for me, this is the single factor that drives me up, is that we can have such a tremendous impact with so little people. This is what AI does. And it makes my job easier, to be honest. I don't know how I could be doing this job without the environmental impact or just the impact perspective. Because you've actually, it's funny that we talk about venture and you're applying this technology. You're using AI to make trading. It's a financial concept that you're applying to the energy, not positioning, but where energy will be consumed. Right. Exactly. I feel like this question of tying impact and financial economic motivation is at the heart. At first, I was kind of frustrated about people talking to us about the financial metrics that need to be met when we were saying there's 10 million tons of CO2 emissions avoided from a single project. Why do you care about this financial metrics, right? But no project is sustainable without being economically feasible at first, right? So this is where finance and our understanding of financial markets and the dynamics between them kind of helps bring this impact at the forefront of what we do ultimately. So what would look success to both of you? You have different objectives and different metrics for sure, but I would like to know, given that what drives you is to make a real dent in the world in a positive way, let's even claim that you want to save the world. What will be your success metric? That's such a good question. For me, it's easy. I could count the amount of cars taken off the road by counting the amount of CO2 emissions we've avoided through our solution. But I think there's something bigger than that, right? I just come up from this trip in Denmark, meeting clients there, and my whole pitch, my 30-minute pitch, I had to scrap it and put it in the garbage because I was explaining to them, or I need to explain what's the sustainability, what's the environment or energy sector, how does it work? For them, it was, they don't mind. They're 15 years ahead of us. So for me, I feel like the North Star metric is that in North America, we're a bit more open to these discussions, to have a bit more innovation in the way we see, the way we consume energy, and the way we are open about it and bring innovation to the foreground, right? I shouldn't be explaining, or my dream is, let's say, not explain what district heating is and start explaining how can we add value to district heating. Great answer. I guess my answer is twofold, Remy. First is Canada is one of the top 3 jurisdictions in the world for what we call clean AI. I'm not a parochial Canadian, but we're the inventors of modern AI, and we should be using it as a force for good and reaping the benefits in terms of our own prosperity. Shame on us if we don't. So that's my first mission, is to make sure that Canada, or places within Canada like Montreal and so on, are home to some of the leading companies, and we build off this. The second one, since the world is not going to keep turning just because Canada gets to net zero, we have to take this into the world. And 70% of the global south that will exist in 25 years is not built today. 70% of India that will exist in 20 years' time is not there today. Here we've got a retrofit. There they're building. Let's get this right. Let's use smart systems to design cities, food systems, energy systems, water systems that are sustainable for all. And that's got to be it. So specifically around climate change, we
and BCG and the International Energy Agency and others see that AI can help deal with at least 10% of global carbon emissions. Let's do it. All right. So you're based out of Toronto, yes? Yep. And you said earlier, 40 years of doing this, reminding people there is a path and it's become urgent. And now the message is, it is now and we need to do something about it. You're a team of 3 currently, correct? 5. 5 now. Congratulations. I want to know, both of you, what is the path forward? What does the future look for you and the one that you envision with you being successful? Yeah. I feel for us, you're going to see plenty of local energy market moving forward, having these green industrial clusters that supply or whole supply chain of green products, right? Having greener aluminum is going to perfuse the whole system and at the end of the day drive tremendous impact. So for us, the moving forward is you're going to see the first project in real life coming up soon, and then the second one, and the third one, and then this thing scales very fast for us. You know, for 200 years, since the Industrial Revolution, efficiency has been the mantra. How do you get more and more efficiency? Just-in-time delivery, et cetera, et cetera. Now, resilience. There's a price on resilience. What happens if, there's a ice storm in Montreal and you only have one power cable that's serving the island? That's not acceptable. So given the disruption in the world, the uncertainty of big systems and how they're going to operate, I think we're moving into a more decentralized architecture, whether it's for healthcare, energy, education, and so on. And I think this is going to be true for us. So I think AI can help bring us back into our communities, help bring us back into local realities, which is clearly what citizens want, which is why we're getting pushback on so many different fronts. So I think the future is distributed, maybe not evenly, as they used to say, but we have to help people help themselves now. And because we don't know if the system on a grand scale is going to hold. And so I want people to be able to grow their own food, power their own homes, and all these sort of things, and then do this in a sort of community scale. I think that's the only way most of us are going to make it through this crisis we've created for ourselves. So we want to make sure that with the waste that is being generated right now, we generate less of it or none of it. We reuse it, being it in the form of energy or being in the form of our whatever consumables that we have, being clothing, food, and so on. Remy, there's no such thing as waste in nature. Uh-huh. And I know in the English language, and I would imagine it's the same in French, until the Industrial Revolution, you never saw the word waste in literature. We didn't have the concept. So this notion that we have waste is a temporary human idea that will soon have to pass. There's no such thing as waste in nature. It was so wonderful having you with us for this episode. I wish we could have taken this conversation longer. We only had a time flow of 30 minutes here. And this is precious. No wasted time. Thank you for taking the time, both of you. We have the opportunity to nibble a little bit on what you do, Leo, in your company. Nicholas, Leo, what if our listeners here want to know more about your company? Where can they find information about you? Yes, please follow us on LinkedIn or our website. We'll be doing more and more podcasts going on there. So please just connect with us and come chat. I mean, these problems are complex. They're more than a 2-minute pitch in an AI conference, right? There needs to be a little bit more of these deeper conversation and explore these subjects. Absolutely. In my case, go to cleanai.com and je vous dis merci, un plaisir, and thank you for allowing me to speak in English today. Wonderful.
I want to remind everybody who's listening to us, this topic is particularly important. We know that in Quebec alone, 60% of industrial energy is being wasted. Unfortunately, it has become a word that we use in today's language. And there are plenty of opportunities that exist. I'm fascinated with waste in all their form and super excited, Leo, with what you put in the world. I'm very excited. Nicholas, do you know that there are people putting money where their mouth is and making sure that we have solutions that will be long-lasting? To both of you, I say thank you. And to our next episode. Cheers so much. On vient d'écouter l'épisode avec Léo et Nicolas qu'on a tourné à All In sur les sujets de l'IA dans l'environnement, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour notamment notre empreinte carbone. Et aujourd'hui, pour ce debrief, on change un petit peu de format parce qu'on a la chance d'accueillir deux de nos collègues, Jérémy et Colin, pour pouvoir approfondir quelques sujets. Messieurs, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter avant qu'on aille dans le vif des sujets? Oui, certainement. Moi, c'est Jérémy Sauvageau, lead finance chez Exploré. Dans mon dernier rôle, dans un cabinet comptable, j'ai été auditeur autant de données financières, mais aussi de données non financières. C'est ce point de vue-là que j'aimerais apporter aujourd'hui. C'est Colin Lasserre, je suis développeur en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle chez Exploré. J'ai un background en économie, puis après en intelligence artificielle, en machine learning plus spécifiquement. Puis j'ai aussi vraiment un intérêt assez particulier pour tout ce qui est environnement, aussi par chance sur tout ce qui est un petit peu électricité. Donc j'espère pouvoir amener un point de vue intéressant à la discussion aujourd'hui. Impeccable. Le sujet qu'on a touché aujourd'hui dans l'épisode, c'était environnement, bien sûr, l'impact de l'innovation technologique de l'IA qui vient toucher des dimensions comme la consommation d'énergie. Puis, comment vient se lier à tout ça la finance et surtout le capital de risque. Donc, moi, une des choses qui m'a interpellé dès le début dans le parcours de Léo, c'est surtout moi, mon parcours initialement, c'était ingénieur électrique spécialisé en énergie de la puissance. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là et puis j'ai toujours eu soif d'innovation et je suis resté un peu sur ma faim. Et pourtant, là, on a de l'IA, on a de la technologie qui vient se positionner spécifiquement pour l'environnement. Colin, pourquoi est-ce que l'IA, maintenant, ça devient intéressant pour ce genre d'innovation-là? C'est pas des concepts nouveaux. Ah, effectivement, il y a deux sphères. C'est certain que toute la portion plus IA générative et puis la perspective qu'on puisse arriver à faire des très grandes choses dans un futur proche, ça c'est nouveau. Mais les technologies, par exemple, dont Léo parlait, au final, c'est plutôt des technologies qui sont assez anciennes. Du moins, d'un point de vue académique, c'est rien de nouveau. Par contre, c'est certain que l'engouement autour de l'IA depuis quand même pas mal d'années, maintenant quelques années, ça permet vraiment d'attirer des investisseurs, de faire financer des projets du genre qui probablement auraient été difficiles à faire. Ça aurait été difficile de les promouvoir auprès des investisseurs il y a quelques années quand il y avait un petit peu moins les yeux rivés sur l'intelligence artificielle. La technologie n'est pas nouvelle, bien qu'elle ait un peu évolué, mais c'est certain que c'est surtout cet enjeu-là. C'est le moment pour lancer des projets d'intelligence artificielle. Il y a du capital disponible pour ça, donc c'est aussi une occasion parfaite pour le faire sur des projets qui peuvent nous aider avec le réchauffement climatique. Et je me demande pourquoi tu dis que les technologies en IA là-dessus sont pas nouvelles et ça paraît évident qu'on n'utilise pas un chat GPT pour faire ce genre de choses. Donc pourquoi, c'est quel type d'IA qui tourne derrière ce genre d'innovation dont on parle? C'est vrai que dans le podcast, on n'a pas énormément entendu parler de la technologie en fond, mais fondamentalement, si ce qu'on veut, c'est essayer de rééquilibrer un petit peu la grille, de prendre les déchets des uns pour les passer à l'autre, ben ça va demander par exemple de prédire la production, prédire la demande de chacune des usines pour essayer potentiellement de décaler l'horaire de production d'une usine pour s'assurer qu'on puisse réutiliser la chaleur générée pour l'autre qui va avoir un besoin un petit peu plus tard. Ça peut aussi être juste de l'optimisation pour rééquilibrer les réseaux, voir à qui on décide d'envoyer un peu d'énergie, à qui est-ce qu'on décide d'en ponctionner aussi. Toutes ces technologies-là sont pas nouvelles, mais c'est certain que on peut s'en servir maintenant. Et c'est vraiment, à mon avis, ce que Léo essaye de faire, bien qu'on n'ait pas forcément eu tous les détails.
D'ailleurs, tu parlais du capital qui est nécessaire pour mettre ça en place. Jérémy, je veux avoir ton avis là-dessus. C'est quelque chose dans lequel tu as baigné. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écosystème ici? Ce que Léo mentionnait, c'est que c'est difficile de convaincre les investisseurs des données. Disons, lui, il mentionnait qu'il y avait 10 millions de tonnes qu'il pouvait sauver par année avec son projet. Mais de donner la même valeur que les données financières, c'est un peu difficile pour l'investisseur de percevoir ça. Pourquoi? C'est parce que les données financières, historiquement, il y a eu des référentiels comptables que ça fait longtemps qu'ils sont suivis, sont très... en fait, souvent, c'est de manière obligatoire qu'on doit suivre ces référentiels comptables-là. Donc, c'est d'une entreprise ou d'une autre, l'information est comparable, est fiable. On peut suivre... clair. Exactement. Versus des données non financières, c'est un peu plus difficile pour un investisseur de se pencher là-dessus parce que c'est nouveau. Il y a des référentiels qui sont en train d'être développés. Au Canada, on peut en suivre, mais c'est encore sur une base volontaire. Donc, c'est ça un peu qui fait en sorte que les investisseurs se penchent moins là-dessus. La base réglementaire dont tu parles, est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'il y a des exemples qui existent qu'on pourrait utiliser? Là, Léo travaille ici au Québec, mais clairement, cette technologie-là, une fois qu'elle prend racine, elle peut être utilisée ailleurs. Est-ce que tu anticipes qu'il va y avoir des opportunités ou des menaces ailleurs en fonction du cadre réglementaire? C'est certain qu'en Europe, ils sont avancés sur la réglementation. Je n'irai pas dans les détails, là, mais il y a plus d'entreprises qui sont portées à avoir un reporting ESG, un reporting de données non financières. Puis c'est bien en quelque sorte parce que ça permet aux entreprises de cibler c'est quoi l'impact global sur le monde. C'est l'aspect comptable, c'est quantifiable dans le fond. Mais l'autre aspect, c'est qu'au Canada, on n'a pas cette réglementation-là. Donc, suivre un report. La réglementation, elle existe en ce moment en Europe, mais elle n'existe pas. C'est ça. Exactement. Mais c'est une vague, ça s'en vient au Canada, c'est certainement. On a des règles au Canada, non? Pardon? On a des règles au Canada. Oui. Il y a des règles qui doivent être. Ah oui, tu fais référence à la loi anti-greenwashing. Ouais, on s'en entend parler justement, exact. Exactement, au Canada. Donc, ça, pour les PME surtout, ça n'incite pas les PME à suivre un reporting ESG de données non financières parce que non seulement c'est d'une base volontaire, mais si quelqu'un met des données par rapport au nombre de gaz à effet de serre, de tonnes de CO2 qui sont sauvées, puis ce montant-là est pas vrai, mais il y a la loi anti-greenwashing qui pourrait être... En fait, donc, si j'ai bien compris, la loi d'anti-greenwashing empêche une compagnie de prétendre des choses qui ne sont pas vraies, mais le fardeau lui incombe à elle, à cette compagnie-là, de prouver que ce qu'elle dit est vrai. Oui, advenant le cas qu'une entreprise, il y a une plainte à ce sujet, le fardeau est à elle, en effet. C'est une loi qui est en vigueur au Canada. Puis cette loi a des bienfaits parce que ça évite qu'une entreprise se positionne comme un avantage concurrentiel alors que c'est pas vraiment... C'est juste du hype. Exactement. Mais l'envers de la médaille, c'est que des entreprises qui veulent être avant-gardistes, qui veulent rapidement montrer l'effort qui est mis, mais ils doivent faire attention. Laetitia, t'allais rajouter? J'allais rajouter exactement le même point que toi. Je voulais qu'on parle de greenwashing, justement. Puis Colin, j'étais intéressé à ce on parle de la réglementation, on parle de l'impact. On a touché à un élément qui revenait à plusieurs reprises. Puis moi, dans mes années par le passé, j'entendais décentralisation avec la blockchain, mais en fait, là, on parle de décentralisation au service de la grille électrique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça a comme impact et pourquoi c'est tellement important pour le cas d'usage de Léo? Oui, bien sûr. C'est vrai que l'idée de Léo, c'est quand même de prendre les déchets souvent plutôt de nature énergétique d'une entreprise et de les transférer à une autre entreprise qui pourrait s'en servir maintenant
plutôt que de les gaspiller. Ça demande potentiellement que ces deux entreprises, par exemple, elles aient une ligne entre les deux qui ne soit pas nécessairement connectée à la grille principale. Si jamais c'est pas le cas, qu'elles sont pas connectées à la grille principale, il n'y a pas tellement d'enjeux, si ce n'est que eux vont devoir avoir un équilibre entre ce qu'ils prennent de la grille, par exemple d'Hydro-Québec, et de ce qu'ils prennent de leur réseau plus privé. Mais dès qu'on souhaite réinjecter, il y a beaucoup d'enjeux vis-à-vis de la stabilité de la grille, et souvent on va avoir beaucoup d'obstacles, par exemple réglementaires. Hydro-Québec qui va pas laisser faire certaines choses, puisqu'eux ils sont garants de la stabilité de la grille, ils doivent s'assurer que n'importe qui appuie sur l'interrupteur a son ampoule qui s'allume. Ils peuvent pas nécessairement laisser tout le monde injecter d'électricité sur la grille, et ça peut être un vrai frein réglementaire. Par contre, c'est certain que ça peut aider à l'autonomie des usines si jamais elles veulent pouvoir générer de l'électricité d'appoint. Ça peut aider aussi à stabiliser la grille si il y a un gros manque de la part d'Hydro-Québec, mais que chaque petit individu, lui, est capable de fournir de l'électricité. Mais au global, c'est quand même quelque chose de très, très, très complexe. Il y a beaucoup de régulations. C'est pas un marché traditionnel avec juste de l'offre et de la demande et puis on arrive à un équilibre. L'enjeu avec la grille électrique, c'est que si on n'arrive pas à l'équilibre, plus personne n'a d'électricité. Donc la décentralisation, c'est quelque chose de très complexe, mais qui peut être quand même très intéressant. C'est là qu'on voit que c'est un peu contre-intuitif de dire si je rajoute des sources électriques, ça va régler le problème de tout le monde. Mais en fait, c'est pas si simple que ça parce que d'une part, ça vient influencer le libre marché économique, donc le prix associé à l'électricité, à l'énergie, mais aussi ça vient impacter sa disponibilité parce qu'on crée une dépendance. Dans une discussion qu'on avait hors micro, comment tu m'expliquais d'ailleurs comment le fait qu'en Europe, une grosse dépendance à l'éolien pourrait avoir un effet dévastateur. C'est en France ou en Allemagne, là. Oui, Un effet dévastateur si on se dit on va juste utiliser de l'éolien, puis là il y a un nuage, finalement ça crée une grande chute parce que on le sait désormais, c'est pas toutes les sources de puissance qui sont faites égales. C'est pas n'importe laquelle qu'on peut démarrer comme ça en un clin d'œil puis se mettre à l'utiliser. Exact. Le marché européen de l'électricité est très connecté. Les pays peuvent s'échanger facilement l'électricité. Mais quelque chose qu'on voit en pratique assez régulièrement, c'est que l'Allemagne a beaucoup, beaucoup de solaire. Si d'un coup, on se retrouve avec vraiment une très mauvaise météo au-dessus de l'Allemagne, on a une sous-production et tous les pays aux alentours doivent compenser. Et dans ce cas-là, si jamais ça, c'était pas parfaitement anticipé, on peut se retrouver à devoir démarrer des centrales d'appoint, par exemple au gaz, à un coût qui est vraiment plus élevé. Et ça devient le nouveau prix de l'électricité pour tout le monde, même pour ceux qui arrivent à produire beaucoup moins cher. Donc des fois, le consommateur n'est pas nécessairement gagnant non plus. Il y a beaucoup d'enjeux entre ce qui est pilotable ou ce qui ne l'est pas. Et clairement, le marché européen est un très bon exemple de ça. On est assez protégé de tout ça avec Hydro-Québec, qui est le seul fournisseur et l'hydroélectricité d'Hydro-Québec est complètement pilotable. Mais c'est une réalité qu'il y a ailleurs dans le monde et qui rend encore plus fragile la décentralisation potentiellement. Ce qui est intéressant avec Hydro-Québec aussi, et pourquoi l'énergie est pas chère ici, c'est parce qu'elle est faite essentiellement de barrages hydro. Elle est verte, donc elle est peu coûteuse à produire. Et donc, nous, en tant que consommateurs, on la ressent aussi à un coût qui est plus bas qu'ailleurs dans le monde potentiellement. C'est pas faux. C'est un fin équilibre. Un fin équilibre qu'on a entre négociation des parties prenantes, gestion de la qualité. Puis on le voit dans plusieurs de nos épisodes. En fait, on a vu cette ligne-là entre contrôle de la qualité, que ce soit la qualité de l'information, que ce soit l'accès à certaines données, que ce soit la protection des clients dans les lieux de la santé, ou dans ce cas-ci, que ce soit l'accès à quelque chose qu'on considère d'essentiel, c'est-à-dire de l'électricité pour le chauffage, ou de l'électricité pour des hôpitaux, ou de l'électricité, peu importe pourquoi. Au final, l'énergie est devenue indispensable. On ne peut pas se permettre de la compromettre. Puis l'approche de Léo, c'est de revaloriser l'énergie qui a été produite ou qui peut être consommée pour pouvoir réduire le gaspillage, d'une part. Une des choses qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas juste mettre des batteries partout. C'est une piste de solution, mais c'est pas quelque chose qui est faisable à l'échelle globale. C'est pas quelque chose qui est même faisable à l'échelle nationale. C'est pour ça que de pouvoir placer
l'électricité au bon endroit, c'est le problème le plus important. Peut-être une dernière question pour toi, Colin. Tantôt, tu parlais de la prédiction de l'IA classique essentiellement dans son utilisation. Tu vois se placer comment que ce soit la prédiction, que ce soit un autre type d'IA, comment est-ce que cet ingrédient-là se place dans l'optimisation du réseau? Oui, en général, en tout cas, ce qui est fait chez Hydro-Québec ou tous les gros autres fournisseurs, c'est qu'on va essayer de prédire à la fois la demande de tous les ménages, ce qu'on arrive à faire relativement bien en fonction de la météo, de l'heure de la journée. On sait que à l'heure où les gens cuisinent, par exemple, la consommation a beaucoup monté. Et en même temps, on va simplement modéliser le réseau. On a systématiquement un jumeau numérique du réseau sur lequel on va essayer d'optimiser tout ce qu'on peut pour s'assurer que l'électricité arrive au bon endroit, au bon moment, en fonction des prédictions qu'on a fait. Donc, c'est déjà des choses qui sont faites chez les fournisseurs, mais c'est certain que c'est fait à une échelle qui est très macro. Ce que proposait Léo, typiquement, c'était de réutiliser, par exemple, l'énergie excédentaire d'une usine pour la transférer à une autre, ou du moins d'un petit groupe. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose que Hydro-Québec va regarder. Et on peut encore aller récupérer de la valeur là-dessus. Mais vraiment à l'échelle de la province, typiquement, c'est quelque chose qui est déjà fait. On essaie d'anticiper le plus possible pour savoir combien produire, comment l'acheminer, et juste par exemple si le réseau va tenir, tout simplement. Puis, en fait, je veux aussi renvoyer la balle à Jérémy. Le fait qu'on ait une solution comme ça, comme celle de Léo, qui est hors du champ d'Hydro-Québec, ce qui, à mon avis, va faciliter le fait on peut s'innover parce qu'on n'a pas la barrière bureaucratique d'interfacer avec un gros joueur comme Hydro-Québec. Là, Nicolas Parker nous amenait dans un monde où on a des financiers qui veulent goûter à l'IA le plus possible, fait qu'ils la cherchent partout, que ce soit dans le financier, il en a pas parlé dans l'épisode, mais le nucléaire pour des data centers ou le micro-nucléaire dans le data center. Fait il y a de l'appétit pour du risque, il y a de l'appétit pour de l'IA un peu partout, puis il y a de l'appétit pour mettre de l'argent dans de l'IA pour de l'IA d'impact, souvent avec une saveur environnementale, mais ça peut être social également. Puis, on en entend beaucoup plus parler là, récemment autour de la gouvernance avec ce qui se passe, entre autres, avec OpenAI qui s'en va vers le département, anciennement le département de la Défense. Mais là, on a ces enjeux-là de gouvernance que tout le monde regarde, alors qu'avant, c'était un peu, on balait ça du revers de la main. Donc, ma question pour toi, Jérémy, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact positif, à ton avis, qu'on ait du capital de risque qui veulent investir dans ce genre de projet-là? Est-ce que ça va favoriser l'innovation ou, de ton expérience, peut-être, ça va foutre le chaos? Définitivement, ça va favoriser l'innovation. Puis tout avance en même temps. Nicolas le mentionnait comme quoi que ça fait longtemps qu'on a des données par rapport à ça. Mais on ne l'a jamais utilisé dans le passé. Là, pour revenir à ce que je disais par rapport au référentiel, que là, il y a plus de personnes qui vont adopter ces référentiels-là. Il va y avoir de plus en plus de données non financières qui sont auditées par des parties externes. Nécessairement, il va y avoir plus d'entreprises de capital de risque et des investisseurs qui vont se pencher là-dessus. Parce que les données vont être beaucoup plus fiables, ils peuvent se pencher là-dessus. Donc, même s'il y a l'intérêt, ils vont pouvoir se baser sur des données pour appuyer leur décision. Donc, 100%, j'ai l'impression que ça va favoriser l'innovation. Des bonnes nouvelles pour le futur, donc. Et tiens, j'ai l'impression qu'on a touché un paquet de points, mais on avait une bonne liste de questions. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aurais voulu creuser davantage? Peut-être rapidement la partie des difficultés sur l'électrique, parce que c'est quand même des contraintes qui sont importantes de comprendre, de pourquoi ces choses-là sont actuellement pas faites aujourd'hui. On parle de l'aspect réglementaire, oui, de l'aspect intelligence artificielle, oui, mais il y a quand même des contraintes électriques qui sont primordiales et qui sont les conséquences de la raison pour laquelle Hydro-Québec, par exemple, rapidement, tu parlais des batteries, mais on n'a pas creusé le sujet. Hydro-Québec lance, je crois depuis l'année dernière, ils sont en train de faire des essais justement mais d'un point de vue réglementaire, d'accepter que des batteries
électriques de véhicules puissent servir de source d'électricité pour une habitation ou un quartier. Mais pourquoi ça, c'est compliqué? Pourquoi finalement on se dit que ça pourrait peut-être pas marcher? Ça pose beaucoup d'autres problèmes que, oui, il y a l'aspect réglementaire, mais l'aspect réglementaire, c'est parce que les réseaux électriques sont quand même différents. L'électricité d'une éolienne, l'électricité d'une usine, l'électricité d'une batterie, c'est pas la même. Donc ça veut dire que les pipelines doivent être différentes. Puis aujourd'hui, les pipelines appartiennent à Hydro-Québec. Donc si on autorise que les consommateurs créent leur propre électricité, mais Hydro-Québec, c'est leur pipeline. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il y a quand même des contraintes qui, je pense, on pourrait peut-être creuser davantage. Parce que, Colin, tu disais que tu avais fait une petite partie là-dedans. Tu as certainement plus d'informations sur les contraintes électriques de ces affaires. Oui, exact. En fait, l'enjeu... Alors moi, c'est certain que sur les technicalités vraiment des types de courants, etc., je suis pas... Peut-être que Rémi le saura mieux que moi, mais je n'ai pas fait de génie électrique. Mais c'est certain que pour la capacité, par exemple, ne jamais surcharger la grille ou jamais être en dessous, Hydro-Québec ou n'importe quel organisme régulateur est garant de la stabilité de la grille. Et ce qu'on voit, on parlait du marché européen, ce qu'on voit sur le marché européen, c'est que c'est très compliqué. Il y a beaucoup produire de l'électricité, c'est vraiment pas la portion la plus compliquée. Il y a beaucoup de producteurs qui veulent produire, parfois parce qu'ils ont des énergies renouvelables non pilotables, tous en même temps. Et c'est à l'organisme de régulation de s'assurer qu'on arrive au bon niveau, malgré des niveaux de production qui fluctuent beaucoup et sur lesquels il n'a pas de contrôle. Et ça, c'est vraiment juste physique, c'est le problème d'un réseau électrique. Et ça a tendance à avoir des effets de bord qui sont très particuliers. C'est pas rare de voir en Europe des prix négatifs de l'électricité parce que tout le monde est en train de surproduire. On a besoin d'avoir moins d'électricité sur la grille et on doit inciter les usines à juste arrêter de produire tout court pour pas surcharger la grille. Ça, quand on est dans un cas comme Hydro-Québec qui contrôle tout de bout en bout, c'est un problème qu'on n'a pas. Il y a beaucoup moins de questions à se poser et c'est aussi pour ça parfois qu'on a un prix de l'électricité qui est moins cher que ce qu'on va observer en Europe. Des fois, ça peut aussi venir de la source d'électricité, mais ça arrive que ce soit le cas. C'est que c'est beaucoup plus facile une fois que tout est uniforme. Les contraintes physiques peuvent être gérées par une seule entité et Hydro sait ce qui arrive sur la grille, sait ce qui en sort, du moins essaye de prévoir ce qui va en sortir et ça facilite vraiment la vie de tout le monde. Ouais, c'est un super bon point, ça, Colin. Je vais renchérir sur un cours 101 au niveau de distribution d'électricité. Dans un réseau, on veut gérer la qualité de l'électricité. Ça, c'est une métrique qui se calcule. Donc, on a de l'équipement lourd, soit des moteurs, la majorité du temps, qui vont venir détériorer la qualité. Il y a de l'équipement de réparation qui existe, donc qui est installé sur les lignes, qui permet de gérer ça. Et on le voit, un des cas d'IA que j'aime mentionner, c'est dans un port, on a des grues qui viennent déplacer l'équipement quand on a un bateau qui s'accoste. Le démarrage des grues fait un appel de courant, ça dégrade la qualité temporairement du courant. Puis si on a toutes les grues qui démarrent en même temps, ça fait un pic qui est coûteux pour Hydro-Québec. Coûteux dans le sens que ce pic-là se propage dans le réseau et ça peut endommager d'autres équipements. Donc, Hydro-Québec promet à ses utilisateurs, non, la qualité sera toujours à un certain niveau. Donc, pour maintenir ça, il met des pénalités sévères pour ses utilisateurs si ça déborde d'une part et d'autre. Puis aussi, il y a de l'équipement qui vient absorber ça. Ces pénalités-là, il y a un calcul à faire à un moment donné. Si je sais que ça arrive souvent, que je vais aller dans la pénalité, je vais m'équiper d'un système, des batteries. Puis certains ports le font. Ils vont se mettre une batterie. Certains gros utilisateurs d'électricité, comme des mines, vont s'équiper d'une batterie. Justement pour, en cas bien précis, aller s'alimenter sur la batterie plutôt que sur le réseau et temporairement utiliser de l'énergie qui est hybride. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui font ça? C'est qu'il y a un coût aussi à utiliser de l'énergie emmagasinée. Que ça soit une batterie, soit d'énergie chimique, que ça soit on peut monter un poids, souvent ça va être de l'eau, dans un barrage qui est en élévation, de sorte qu'on emmagasine l'énergie pour plus tard, mais il faut la pomper vers le haut. Donc, que ça soit de l'énergie potentielle ou kinétique. Bref, il y a d'autres sources. Chacune de ceux-là
transférer d'un type d'énergie à un autre vient à un coût, une dégradation de l'efficacité. Fait que c'est toujours plus avantageux de donner l'électricité qu'on a tout de suite à quelqu'un qui en a besoin. Fait qu'on veut prédire c'est quoi l'utilisation optimale. Puis ça a été avantageux pour le Québec par le passé parce que on a nos voisins du Sud qui ont utilisé longtemps le nucléaire. Le nucléaire, tu peux réagir à l'intérieur de 24 heures à peu près pour une demande. Puis Hydro-Québec, c'est à l'intérieur de 3-4 heures. Donc, quand il y a une demande qui est inférieure à ce qu'ils produisent aux États-Unis, nous autres, on va l'acheter pas cher. Puis quand c'est une demande supérieure à ce qu'ils peuvent produire, ben, on va leur envoyer notre Hydro-Québec. Le fait qu'on ait un immense bassin d'énergie qu'on puisse offrir facilement et rapidement à nos voisins, ça a été hyper avantageux par le passé. Ça reste que, quand tu le dis, Laetitia, c'est une belle énergie qui est verte dans le sens qu'elle est renouvelable. On a investi beaucoup par le passé. Puis, ces équipements-là, ben, ils ont une durée de vie d'à peu près 100 ans. Donc, la question va se reposer prochainement. Et je crois que tout le monde est en train de se demander, mais quel est le prochain combat à mener si on veut s'éloigner des énergies fossiles? Et le combat que Nicolas et Léo ont choisi de prendre, c'est-à-dire de favoriser des initiatives nouvelles, de l'innovation, d'aller valoriser d'autres façons de produire et de gérer l'énergie, de consommer l'énergie, vient en compromis essentiellement à ce questionnement qui est sur plusieurs décennies. Moi, je me rappelle dans mes études, il y a maintenant déjà plus d'une décennie, c'était les questions qu'on se posait. On se demandait, mais comment est-ce qu'on va faire pour réagir à cette demande grandissante-là? Puis la solution, ben, elle n'est pas que dans augmenter les capacités de ce qu'on sait déjà faire, mais c'est aussi d'augmenter nos capacités à faire des nouvelles choses. Puis ça se passe par essayer des affaires, comme Léo le fait, puis financer des projets ambitieux, comme ce que le projet de Nicolas tente de faire. Globalement, est-ce que, Laetitia, je vais te renvoyer la balle, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on voulait couvrir avant de se dire au revoir? Oui, quand tu as parlé d'innovation, ça m'a fait penser à un point dont on avait discuté, Jérémy. Tu disais que en Europe, il y a de la réglementation, donc les entreprises n'ont pas le choix que de faire ce genre d'études et de s'assurer qu'il y ait une sorte de carbone neutre le plus possible quand on crée quelque chose, mais il n'y a pas ça ici. Mais tu sais qu'il y avait quand même des crédits à ce niveau-là pour faire en sorte que les entreprises essayent de être carbone neutre. Et si jamais les crédits n'étaient pas utilisés à la fin de l'année, elles pouvaient les vendre à d'autres entreprises qui, elles, seraient à trop consommer. Au sujet de la réglementation que je parlais, c'était plus par rapport au reporting. Donc, les entreprises en Europe certaines entreprises doivent divulguer des informations non financières, chose qui n'est pas obligatoire en ce moment ici au Canada. Je pense que c'était Colin qui voulait apporter un point par rapport au offset avec le marché californien. C'est très pertinent pour rebondir sur ce que disait Rémi, c'est que par exemple, avoir une batterie ou les technologies que sont en train de développer l'équipe de Léo, ça a un coût, mais en fait, via le marché du carbone, c'est possible de rendre ces investissements-là plus intéressants pour les investisseurs qui vont investir dans les entreprises qui ont ces initiatives, mais aussi pour les personnes qui vont les installer. Typiquement, ce qu'on a au Québec, donc on a un marché du carbone qui est partagé avec la Californie. L'idée, c'est que chaque entreprise va avoir une certaine allocation des droits à polluer. Et elle peut soit décider de les consommer si jamais elle a besoin d'émettre cette quantité-là, soit elle peut aussi les revendre. Et une fois qu'ils sont vendus, ils vont être achetés par des entreprises qui, elles, émettent plus que leur allocation. L'idée, c'est qu'en fait, ça permet de donner un prix au carbone et de récompenser ceux qui vont faire des efforts. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui adopterait la technologie de Léo, qui arrive à économiser 50 000 tonnes de CO2, elle serait récompensée pour ça, puisqu'elle pourrait vendre ses droits ou alors limiter sa pénalité si elle était en dépassement. L'enjeu là-dessus, et la grosse différence avec l'Europe, c'est qu'en fait, le prix du carbone, dans ce cas-là, pour un marché, va beaucoup dépendre de l'allocation qu'on a donnée au départ. Si on donne à chaque entreprise une allocation qui est très proche de ce qu'elle émet réellement, personne n'a vraiment besoin d'échanger, puis le prix du carbone ne sera pas très élevé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner une allocation qui est quand même un petit peu pessimiste pour chacune des entreprises, pour les forcer à essayer de faire mieux. Dans ce cas-là, les entreprises qui peuvent faire mieux vont essayer de réduire le plus possible. Et comme il y avait moins de quotas au départ, on devrait se retrouver avec un prix très élevé. Je vous donne un exemple. Il me semble la tonne de carbone doit être aux alentours de $40.
au Canada, ou en tout cas au Québec, qui est la seule province avec un marché du carbone. En France et en Europe en général, je crois que c'est entre 2 et 3 fois plus. C'est certain que c'est des marchés dont ça fluctue, mais c'est vraiment beaucoup plus cher en général, ce qui va faire qu'il y a plus d'incitatifs pour les entreprises et il y a plus aussi d'incitatifs pour les investisseurs qui peuvent voir un modèle d'affaires fiable plus facilement dans ces entreprises-là qui ont ces initiatives. C'est une façon de capturer les externalités, ce qu'on appelle les externalités dans le fond, je pense que c'est en comptabilité, où est-ce qu'on veut gérer le coût ou l'impact qu'a quelque chose qui ne fait pas partie de notre modèle d'affaires. En tant que société, la boucle complète de là où on bénéficie et on dépense, ben, par exemple, si on sait que la cigarette mène à des soins de fin de vie plus longs ou des cas de cancer à gérer, mais c'est pas la compagnie qui produit le paquet de cigarettes qui paie ces coûts-là. Pourtant, c'est la société qui les porte, ces coûts-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre le coût associé à la cigarette dans l'achat de la cigarette essentiellement? Et ça, c'est difficile à quantifier. C'est difficile à chiffrer parce que il y a beaucoup de variables qui viennent influencer. Comment on fait pour mettre un chiffre qui est bon et fair? Et ça, c'est une externalité. N'est-ce pas, Jérémy? C'est le bon terme, hein? Oui, puis en effet, dont ce que tu parles, c'est un peu les référentiels qui sont en train d'être développés. Il y en a qui sont développés, dont le GEG Protocol, qui se trouve à être un peu le guide à suivre comment quantifier les gaz à effet de serre dans le monde. Mais ce guide-là n'a aucune valeur si les gouvernements ne l'obligent pas. Donc, ça prend un certain temps avant que les gouvernements l'adoptent. Et aussi, tu mentionnais que c'est très difficile de quantifier ces gaz à effet de serre-là. C'est vrai. Et comme Léo le disait, par rapport aux estimations pour mieux gérer l'énergie, ben c'est le cas aussi pour mieux estimer les gaz à effet de serre, l'impact des entreprises. Parce qu'en utilisant l'IA, on peut mieux estimer. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de mieux suivre les données non financières. Ah, là, tu parles d'un autre cas d'usage de l'IA où est-ce qu'on détecte la production, par exemple, de CO2 pour certaines industries ou dans certains cas. C'est bien ça? Oui, parce que c'est une des limites en ce moment des données non financières, puis c'est pourquoi que les investisseurs ne se penchent pas autant là-dessus. C'est parce que les données financières, c'est souvent objectif, c'est clair, versus les données non financières, il y a souvent beaucoup d'estimations, ce qui tend à diminuer l'importance de cette information-là. Merci, Jérémy, Colin, Laetitia, pour cette discussion. Je pense que c'est une discussion importante que Léo et Nicolas nous ont permis d'avoir. Une discussion qui s'est passée en anglais parce qu'il y a beaucoup de finances qui se passent, qui est intéressé à être fait à Toronto, en Ontario, où le projet de Nicolas se passe. Et c'est vraiment le fun de voir des projets comme Léo, ici, québécois, qui se démarquent, qui sont supportés par l'écosystème. Et leurs bureaux sont juste à côté des nôtres. Donc, Jérémy, Colin, Laetitia, merci pour ce dernier épisode de la saison 2. On a une saison 3 qui s'en vient prochainement. J'ai très hâte de vous présenter les prochains invités. Restez à l'affût. Et c'est tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.